Bonjour à toutes et à tous. Merci au CFIA de m'accueillir et merci au public d'être présent, encore en nombre pour cette dernière journée. Donc moi j'avais un thème qui nous tient à cœur, qui a fait l'objet d'un document au CNE, qui s'appelle l'emballage face aux mutations de la société. Donc moi je suis Bruno Siri, je suis le délégué général du Conseil national de l'emballage, donc je vais passer par déjà qui on est. Donc association à but non lucratif créée en 1997. Voilà, nos missions, pour faire court, je vais mettre tout au tableau. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc le but du jeu, en fait, c'est au CNE, c'est de publier de la bonne pratique, donc sous forme de documentaire. Et pour faire ça, on construit des groupes de travail sur différents sujets, différentes thématiques. Nos documents sont entièrement libres de droit. Vous pouvez télécharger en français et en anglais sur notre site internet. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, on a une mission historique qui est de développer la prévention par réduction à la source. Donc le fameux R parmi les 3 R de réduire les emballages en poids et ou en volume. On émet des avis notamment auprès des parties prenantes comme les pouvoirs publics. On a quelques avis qui sont posés sur le site internet, on en a une dizaine. Moi, ça fait 15 ans que je suis au CNE. Auparavant, j'étais responsable packaging pour des groupes comme Danone, Lactalis. Et donc, ces avis, c'est par exemple, évitons d'utiliser le mot biodégradable. Donc ça, on l'a écrit bien avant que la loi l'interdise, finalement. Et on est plutôt moteur dans ce qu'on appelle l'éco-conception des produits emballés. Donc nous, vous ne nous entendrez jamais parler d'éco-conception des emballages, parce que c'est un non-sens. L'emballage ne vit pas tout seul, il est au service d'un produit, il est aussi au service d'un consommateur. Donc on parle bien d'éco-conception des produits emballés, tout simplement parce qu'on peut agir aussi sur le produit lui-même. Voilà, donc nos acteurs et nos adhérents, je vais vous les mettre. On a 6 tiroirs autour de la table du CNE. Il y a un premier tiroir qui correspond aux entreprises de la grande consommation, donc les marques. Donc typiquement, on a FHER, donc ça c'est la détergence et l'hygiène. On a GL Event, donc qui est une marque à part entière, qui est notamment propriétaire de CFIA. On a comme Exposium, on a Lania, on a Lilec. Voilà, on a aussi ensuite le tiroir des producteurs de matériaux d'emballage et les producteurs d'emballage. Donc là, on les a sous forme de fédération. Donc on va avoir Alypso pour l'emballage plastique. On va avoir France Aluminium Recyclage pour le recyclage de l'aluminium. Le liège, l'emballage léger en bois, le carton ondulé, le carton plat, l'emballage métallique et les fibreux. Donc la fédération du verre aussi, bien sûr. Donc je passe les détails quand même, je ne vais pas trop m'éterniser. Vous aurez la présentation. On a les sociétés agréées, donc les éco-organismes pour gérer la fin de vie des emballages. Donc en l'occurrence, pour les emballages ménagers, l'éco et Citeo. J'ai oublié de dire que nous, on porte sur tous les emballages, emballages ménagers et emballages industriels commerciaux. Voilà, on a aussi un tiroir avec la distribution. Donc aujourd'hui, on n'a que Intermarché, mais bien évidemment, on travaille d'arrache-pied pour avoir tous les autres, notamment via leur institution, la FCD. On a ensuite un autre pool, un autre tiroir qui consiste aux ONG, donc les ONG environnementales et les ONG associations de consommateurs. Donc on a notamment PicPic Environnement pour l'environnement, donc une ONG d'éducation à l'environnement, et Famille de France, qui est la plus grosse association de consommateurs en France. Et ensuite, on a un tiroir dans lequel on a des acteurs qui ont souhaité nous rejoindre à partir de 2013. Donc là, il y a beaucoup de monde, donc il y a notamment quasiment tous les syndicats et consortiums de fabricants de machines d'emballage. On a un label forestier, on a le laboratoire national d'essai, on a GS1, on a France Supply Chain, on a Polivia, les aérosols, j'en passe des meilleurs. On a 4 entités régionales de développement packaging, notamment avec Calitropic pour la Réunion et le CRIT PACA, donc
Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'IGEPAC pour les Pays de Loire et l'Adria de Quimper. Voilà, je passe assez vite là-dessus. Donc nos publications, vous avez compris, on fonctionne avec l'intelligence collective. On met tous ces gens-là autour de la table, bien évidemment, et on fait en sorte qu'on puisse, à la sortie, avoir un document que vous pouvez télécharger gratuitement, français et anglais. Donc voilà, donc le dernier document qu'on a publié, c'est celui-ci, dont on va parler aujourd'hui. Hein, c'est l'emballage face aux mutations de la société. Et donc, typiquement, on va en parler. Et sinon, il y a d'autres documents. Donc, les plus récents sont en haut du slide et les plus anciens en bas du slide. Donc, vous avez, si vous voulez, un document d'éco-conception des produits emballés. Hein, typiquement, c'est un guide méthodologique. Vous avez aussi un guide rédactionnel sur les allégations environnementales relatives aux emballages, avis et recommandations du CNE. Donc ça, c'est un document qui date de 2013, qu'on a révisé en 2023, donc qui est tout récent et qui intègre notamment le décret QCE hein, sur l'information aux consommateurs pour les emballages. Et vous avez différents sujets comme l'emballage pour tous les âges. On va revenir dessus d'ailleurs parce qu'on est sur une population vieillissante en France, donc la démographie c'est une mutation de la société. Emballage et économie circulaire. Et puis pendant le Covid, on a écrit quelques petits fascicules avec dans chacun des fascicules une quinzaine d'exemples hein, pour montrer que l'emballage est nécessaire, essentiel, indispensable, que ce soit pour la santé, l'hygiène, la sécurité, l'usage du produit, même la fabrication de certains produits. S'il n'y a pas d'emballage, on ne sait plus trouver le produit. Hein. Donc ça, c'est important de le savoir. Et on a important pour la logistique et important pour la lutte contre le gaspillage et les pertes. Donc ça, je vous invite à aller télécharger ces petits documents-là qui sont intéressants, puisqu'on a une quinzaine d'exemples qui sont donnés par les acteurs économiques, qu'ils soient marques, metteurs en marché ou emballagistes. Voilà, ça c'est notre site internet dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous les documents dans la partie du milieu, documentation. Un concours qu'on fait aux étudiants, j'en ai parlé tout à l'heure dans la salle. Donc ça c'est ce qui s'appelle Emballé 5.0, c'est un concours qu'on fait depuis une quinzaine d'années pour susciter l'innovation en emballage auprès des plus jeunes, la génération qui va nous suivre en termes d'ingénieurs. Voilà, donc je vais rentrer dans le cœur du sujet, donc c'est la thématique que le CFI a souhaité cette année, donc c'est de parler de comment l'emballage va intégrer ces fameuses mutations de la société. D'abord, il y a un contexte. Hein, on se doute bien que l'emballage, lui, il accompagne un petit peu les évolutions. Donc, quelque part, c'est un marqueur de l'évolution de notre société. Et donc, bien évidemment, nous, ce qu'on propose à nos acteurs, à nos adhérents, c'est d'agir plutôt que de subir. D'accord ? Donc d'être dans, j'allais dire, pas forcément de surfer sur la vague, hein, mais d'être dans l'écoute au quotidien des signaux faibles. Et donc là, je vais vous parler un petit peu effectivement des enjeux sociétaux et comment l'emballage peut y répondre et montrer que l'emballage a toute son importance. Donc ce document qu'on a rédigé, qui fait à peu près une quarantaine de pages, c'est aussi un prétexte, hein, puisqu'il y a une multitude de facteurs sociétaux. Il y a des facteurs écologiques, ça ne vous a pas échappé. Hein. L'emballage doit s'inscrire dans les chantiers de transition écologique. Hein. Là, en ce moment, on est en train d'avoir un groupe de travail qui tourne depuis janvier 2025 sur la décarbonation des emballages. Vous voyez, on est en plein dedans. C'est-à-dire comment l'emballage peut être zéro carbone demain. Même si l'emballage, ce n'est pas le plus important du monde sur cette histoire de décarbonation. Bon, l'animation est un petit peu à l'envers, c'est pas très grave. Bien évidemment, il y a l'aspect réglementaire hein, qui vient en premier. Hein, les choses qui sont de l'ordre de la légalité. Donc, le coût produit emballage, ça ne vous aura pas échappé. Il y a eu aussi des conférences tout à l'heure sur PPWR. Et ben, il faut les intégrer. Il y a des données sociologiques. Hein. On se rend compte que finalement, on a... moi, quand je suis né sur la planète, on était 2 milliards. Vous allez me dire, c'était il y a longtemps. Merci. Maintenant, on a à peu près quoi, 7-8 milliards. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on ait un raisonnement aussi sur
sur cette notion d'urbanisation galopante, mais aussi de quantité de personnes sur la planète, cette notion de mobilité de chacun, cette notion de nomadisme, hein, on veut tout de suite, n'importe quel endroit et rapidement en plus, ça ne vous aura pas échappé. Puis il y a des données bien évidemment démographiques, alors là les données démographiques elles sont assez incontestables puisque c'est du temps long, hein. On connaît l'espérance de vie à la naissance déjà, peu ou prou, hein. Et donc je vais vous parler de ça. Donc une population âgée n'aura pas les mêmes usages bien évidemment que les plus jeunes en termes de capacité face à un produit emballé et son emballage. Et puis comportementaux, on voit bien qu'il y a des nouveaux modes de distribution. Donc j'ai cité le e-commerce, mais on peut parler du vrac, demain on va parler du réemploi. Tout ça, ce sont des nouvelles habitudes que l'on va prendre ou que l'on ne va pas prendre, j'en sais rien, je ne suis pas devin, je ne sais pas lire dans ma boule de cristal. Mais par exemple, le e-commerce, c'est largement plébiscité, hein. Il y a eu une statistique qui est sortie hier, c'est plus d'1,7 milliard de colis qui ont été livrés en France cette année. 1,7 milliard. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est énorme, hein. Donc je crois que c'est plus 15% par rapport à l'année dernière. Donc voilà, on est toujours avec une croissance à 2 chiffres sur ces sujets-là. Et ça crée aussi de nouveaux besoins en réponse en termes de système d'emballage. Donc là, on est dans l'univers des machines et des emballages. Il faut être en réponse à ce genre de mutation sociétale. Voilà, donc on a retenu, nous, dans le document, plusieurs mutations sociétales. Donc là, je vous en propose 4, hein, que le monde de l'emballage, donc que ce soit des acteurs économiques, des acteurs politiques, etc., qu'il va falloir suivre. Je vous ai mis le lien vers le document. Donc le document, il fait 30 pages, 35 pages de mémoire, mais je vous rassure, hein, mais on a aussi un résumé de 2 pages, hein, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, hein, comme les pouvoirs publics, par exemple. Donc c'est un peu pour eux qu'on l'a fait, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas le temps, il y a 2 pages qui vous résument tout ça. Alors, bien évidemment, il y a une première mutation forte, c'est la démographie et la pyramide des âges. Ça, on va en parler. Il y a aussi l'urbanisation, la mobilité et la distribution, ou la manière de distribuer les produits. On a parlé de e-commerce tout à l'heure. Il y a aussi tout ce qui est décarbonation et transition écologique. Et enfin, le dernier qu'on va explorer ensemble, c'est la préoccupation des consommateurs. Hein, si vous avez écouté le discours de Macron hier, on a tous des préoccupations ce matin en se réveillant. Hein. Là, on va parler plutôt de préoccupations consommateurs vis-à-vis de l'emballage et du produit emballé. Voilà, donc le premier, c'est pyramide des âges et démographie. Donc là, il y a des grandes tendances, hein, qui sont immuables, hein, et vous les reprendrez dans 20 ans, vous verrez que ces chiffres, on aura raison. Il y a 32% donc, des Français qui seront âgés de plus de 60 ans en 2060. Donc en gros, un tiers de la population aura plus de 60 ans en 2060. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec cette population vieillissante? Alors, il y a les Anglais qui parlent d'inclusive design. Bon, j'aime pas trop les expressions anglaises, mais on a des grandes entreprises qui étaient autour de la table, donc qui parlent souvent d'inclusive design, c'est-à-dire que quand il y a du business à faire, est-ce qu'il faut uniquement intégrer les 2 tiers qui ont une habileté à ouvrir l'emballage, à se servir, ou est-ce qu'on s'occupe du dernier tiers aussi? Donc voilà, donc il y a 2 typologies de marques en fait. Il y a celles qui se préoccupent des 2 tiers, de faire du business sur les 2 tiers, et d'autres qui se préoccupent de faire du business sur les 3 tiers. Donc je pense que c'est les deuxièmes qui auront raison, à mon avis, hein, parce qu'il faut aussi intégrer cette population vieillissante et qui va être de plus en plus nombreuse. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Il faut y retenir déjà que les informations sur l'emballage doivent être lisibles par le plus grand nombre. Donc quand j'ai mis doivent être lisibles, le doivent, ce n'est pas une option, hein, c'est une obligation légale d'ailleurs. Hein, vous irez voir dans le document, hein, il y a un règlement là-dessus, européen. Parfois on se demande, alors sauf pour les petits emballages, ça je ne conteste pas, parce qu'on ne peut pas tout écrire sur un petit emballage, mais sachez qu'il y a une obligation légale sur être lisible, mais surtout être visible d'ailleurs. Hein. Il ne s'agit pas de tourner 3 fois l'emballage pour savoir où est-ce qu'il y a écrit la liste d'ingrédients. Il faut que ça soit intuitif.
Pareil pour les systèmes d'ouverture, de refermeture, pour lesquels il faut tenir compte des capacités physiques altérées des seniors. Donc ça, ce n'est pas une obligation légale, hein, c'est simplement une démarche volontaire des entreprises. Si vous avez une boîte de conserve qui se dit ouverture facile, mais qui en fait n'est pas facile, c'est un peu gênant, notamment pour les seniors ou les polyarthritiques. Vous verrez que dans le document, je ne l'ai pas remis là, je crois, mais il doit y avoir 1 600 000 personnes polyarthritiques et on s'achemine doucement vers 5 millions en 2060. D'accord ? Donc c'est les gens qui ont des problèmes avec les mains. Hein. C'est pas des seniors, hein, ça peut être des très jeunes. Hein. D'accord ? Et puis finalement, la taille des emballages, elle doit s'adapter à la taille des foyers. Hein. Moi j'ai travaillé par exemple chez Danone où on vendait des danettes kilos. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était un pot de danettes. Vous connaissez la danette ? Oui, un petit peu. Hein. Voilà, c'était un pot de 1 kilo. Bon, vous imaginez pour une petite dame senior, 1 kilo, elle ne va pas tout manger tout de suite, donc ça risque de moisir avant même qu'elle ait fini de manger son pot de 1 kilo. Donc d'où l'idée de faire des 8 pots de 125 grammes. Voilà. Donc ça, c'est important de réfléchir à ça en termes de, une fois encore, d'inclusive design, donc inclure tout le monde par le design des emballages. Alors juste pour le fun, je vous ai donné cette image-là, je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est, hein, c'est sur les chariots en Allemagne, ça se passe de l'autre côté de la frontière en Allemagne. Sur les chariots, vous avez une loupe qui est installée, et ça vous permet de lire ce que vous êtes en train d'acheter. Donc les Allemands sont encore plus seniors que nous, hein, donc il y a plus de personnes âgées en Allemagne que chez nous. Et donc, voilà, ils ont équipé c'est chez Rewe, hein, Rewe, c'est l'équivalent du Carrefour distribution française, mais en Allemagne. Et voilà, et donc ils aident à la lecture de l'information sur les emballages, pour ceux qui ont une faiblesse visuelle. Voilà, je vous donne aussi cette notion de lisibilité de l'information. J'ai encore vu des emballages récemment qui étaient écrits du rose sur fond orange, là où il y a le chiffre 12 par exemple. Clairement, ce qu'il faut, c'est que pour qu'il y ait un contraste lisible, il faut qu'on ait au moins un 70% dans la case. D'accord ? Donc si vous mettez du blanc sur fond noir, c'est 91, donc là on arrive à lire, hein, c'est correct, mais voilà. Ça c'est extrait en fait de la signalétique dans le BTP, hein, et notamment dans les hôpitaux, dans les choses comme ça, où il y a une obligation légale pour le BTP dans les hôpitaux d'être lisible par contraste. Bon, vous regarderez, vous serez assez curieux après en sortant de la salle, quand vous achèterez certaines choses, vous allez vous dire « Ah mais là ça va pas, là l'orange avec le vert, on n'arrive pas à lire ». Et ça existe encore, c'est pas intégré dans le monde du packaging, mais ça serait bien que ça le soit, comme un système d'éco-conception finalement, mais sociétal. Voilà, il y a aussi, après l'information, il y a l'aspect usage pour la démographie. D'accord ? Vous voyez, l'homme est assez intelligent pour inventer des outils. On se croirait l'homme de Cro-Magnon, mais on est quand même au XXIe siècle. On invente des objets pour pallier à des problèmes qui ne devraient pas l'être. Hein, là, vous avez des boîtes à ouverture facile. Hein, je suis désolé. Hein, j'espère qu'il n'y a pas des gens de la boîte métal, mais je vais me faire coller au mur. Voilà, donc avec des anneaux à ouverture facile, on est obligé d'inventer des objets comme ça pour ouvrir des boîtes dites à ouverture facile. Non, c'est pas facile. Donc l'homme est intelligent pour contrer les problèmes, pardon. Voilà, donc vous verrez que on a ça dans le document. Je vous ai mis les. Bon, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais pour passer le doigt sous l'anneau, c'est tout un sport, hein, sans se faire mal. Donc il y a le syndicat des emballages métalliques qui ont inventé l'anneau qui baille un petit peu, qui permet de glisser le doigt dessous. Donc déjà, ça c'est une avancée. Hein, c'est pas majeur, mais c'est une avancée. On n'est plus obligé d'avoir un outil pour attraper l'anneau. Et puis après, vous avez le cisaillement. Hein, il y a tout un cisaillement tout autour de la boîte, du couvercle, pour pouvoir l'ouvrir. Et là, vous avez les forces à l'ouverture. Donc ils ont déjà changé la... Donc ça, ce sont les métallurgistes qui font ça, hein, c'est ArcelorMittal notamment, hein, qui réduit justement
l'effort à l'ouverture. Donc vous voyez là, c'est quand on tire l'anneau, il faut mettre à l'amorçage, il faut tirer fort, et ensuite ça vient tout seul. Donc ils ont réduit en 2015 de 30%. Vous verrez que dans le document qu'on a publié récemment, ils ont encore réduit de 20%. Donc voilà, donc depuis 2000, on a réduit de 50% l'effort à l'ouverture. Donc voilà, donc je vous engage à regarder si ça se passe vraiment comme ça chez vous, ou s'il vous faut l'outil que je viens de citer précédemment. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Il ne s'agit pas de dire « Coucou, j'ai une ouverture facile sur ma boîte de conserve, achetez-moi ». Puis si ça ne marche pas à la maison, c'est pas sérieux. Voilà, un autre constat, toujours pour la partie démographique. Ouvrir les bouteilles. Cette semaine, j'ai essayé d'ouvrir, pourtant je ne suis pas très âgé, mais pas très habile de mes mains sans doute, j'ai essayé d'ouvrir une bouteille d'eau gazeuse célèbre italienne. Impossible. Il faut prendre une serviette sinon on se blesse les doigts sur les stries du bouchon. Donc voilà, donc ça c'est bon. Après c'est gazeux, donc forcément ça perturbe l'ouverture facile. Donc vous voyez, là aussi l'intelligence humaine fait qu'on arrive à contrer un problème en inventant des objets bizarroïdes. D'accord ? Donc ça c'est des objets en silicone qui font qu'il y a un grip suffisant sur le bouchon et suffisamment gros pour ouvrir facilement les bouchons. D'accord ? Là encore, on se demande pourquoi il faut inventer ces objets-là. Pour pallier un problème que le metteur en marché n'a pas voulu investiguer. Ou peut-être trop complexe à investiguer, je n'en sais rien. Voilà, bon, après, il y a Wattwiller qui a lancé ce sujet du gros bouchon en forme de fleur. Vous voyez ce bouchon. Et là, pour le coup, gazeuse ou eau plate, ça s'ouvre tout seul. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a un peu plus de plastique. Ah ben oui, mais si vous voulez recruter des consommateurs seniors qui veulent bien acheter de l'eau dont le bouchon est facile à ouvrir sans acheter ces machins-là, allez-y. Voilà, pour ce qui concerne, je passe au deuxième volet en fait des 4 mutations. Il y a cet aspect urbanisation, mobilité, distribution. Voilà, tout ça, c'est un package. On doit avoir un emballage qui est conçu pour une population urbaine et nomade. Ça ne vous aura pas échappé qu'on est de plus en plus d'urbains à travers le monde. Et en plus, dans les villes, si on prend Paris, par exemple, moi je suis sur Paris, mais ça fait très longtemps qu'on a sorti les usines de Paris, parce que ça pue, ça pollue, enfin bref, j'en passe des meilleurs, mais c'est pas vrai. Mais en fait, tous les outils de production sont sortis des centres urbains pour être à l'extérieur des villes, et bien évidemment, pour aller d'un point A à un point B, donc d'un point A de production à un point B de distribution, finalement, il faut des emballages. Là, on ne peut pas faire autrement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis, il y a le e-commerce, en fait, qui devient vraiment une référence, et la restauration hors domicile aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux, et le midi, vous allez commander votre déjeuner en hors domicile. Donc juste pour cet aspect urbanisation, là aussi c'est la loi des grands nombres. Ça c'est un intemporel aussi, on pourra reprendre la statistique et elle sera toujours valable. En 2050, on sera à 75% d'urbains. Je crois que l'effet ciseau, c'est-à-dire moitié-moitié entre ruraux et urbains, ça s'est passé autour des années 2010. On en a beaucoup parlé à l'époque. Donc voilà, maintenant, on a de plus en plus d'urbains, de moins en moins de ruraux. Pour autant, il faut qu'on prenne ça en compte dans la définition d'un produit emballé. Voilà, je vous ai mis quelques chiffres pour le secteur du e-commerce. Donc les chiffres les plus récents que j'ai pu avoir, c'est 175 milliards d'euros. Alors, le chiffre d'affaires du e-commerce, c'est 67 milliards d'euros pour les produits. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez une idée du chiffre d'affaires de la grande distribution en France. Tous les produits que vous achetez chez Carrefour, Cora, machin bidule, c'est à peu près 600 milliards. Voilà, donc on est déjà avec le e-commerce à plus de 10% des produits achetés en ligne. C'est 10% de croissance par rapport à 2023. Toujours un truc à 2 chiffres, le e-commerce. Alors dans le e-commerce, quand on parle 175 milliards,
Hein, par rapport aux 67, le reste, c'est du service, c'est des billets de train, des tickets de concert, de stade, de foot, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, le e-commerce, c'est pas uniquement un truc d'urbain, c'est aussi quelque chose qui rentre de plus en plus dans la ruralité. Hein, et les zones rurales, on a des gens qui aussi achètent sur des sites de e-commerce pour être livrés dans les campagnes et dans les petits villages ou les petites villes. Voilà, donc 10% du commerce de détail en France, donc c'est un peu ce que je vous disais. Hein. La grande distribution, 600 milliards, là on a 67 milliards, donc à peu près un dixième. Il faut savoir qu'en Chine, le e-commerce des produits, que ce soit alimentaire ou pas d'ailleurs, même si je sais qu'on est plutôt dans l'alimentaire ici, mais c'est 27% en Chine. Vous voyez déjà plus d'un quart du business de la grande distribution est préempté par le e-commerce. Donc bien évidemment, ces produits qui sont e-commerce, ils ont besoin d'emballage. Et il faut pouvoir les ajuster aux produits. Voilà, donc je vous mets un peu toutes les photos qu'on peut avoir en e-commerce, mais demain, à quoi va falloir répondre ? Va falloir répondre à je vais chercher ce que j'ai commandé en ligne dans des consignes. Hein, ça peut être des consignes en surgelé, ça peut être des consignes en frais ou en température ambiante. Hein. Il existe des startups qui ont les 3 températures dirigées dans la même porte. Vous avez la livraison par drone, ça existe un petit peu aux États-Unis. Ça existe en France d'ailleurs pour les poches de sang, hein, entre Bordeaux et un des instituts de prélèvement de sang. Et puis vous avez une machine 3D, donc une machine 3D, je ne sais pas s'il y en a sur le salon, mais c'est une machine qui prend en compte les dimensions de votre contenu et qui ajuste la caisse autour du contenu de telle manière qu'il y ait le minimum de vide possible. Donc tout ça, ce sont des solutions qui existent. Il y en a d'autres dans le document. Bien évidemment, je ne veux pas trop m'étendre non plus. Hein, donc voilà, vous avez en haut à gauche un extrait de l'introduction du carton ondulé plié en Z qui va ensuite être formaté en 3 dimensions juste au corps du contenu de l'envoi. Donc il y a des enjeux dans le e-commerce. Hein, nous, on a rencontré Amazon récemment. C'est notamment la chasse au vide. Vous avez dû voir aussi que cette semaine, les e-commerçants ont signé une charte d'engagement pour un emballage à minima, hein, avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre. Donc là, avec dedans, il y a la chasse au vide, c'est-à-dire le moins de vide possible dans le contenant, la recyclabilité des emballages et le réemploi. Donc je vous ai mis un exemple de e-pli. Un e-pli, c'est une enveloppe qui est retournable, réemployable. Donc, et ça, c'est testé à grande échelle chez Amazon, chez Cdiscount aussi, et chez bien d'autres, je pense. Voilà, il y a la notion de transition écologique et décarbonation. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là ? En fait, le couple produit-emballage ou le produit emballé, c'est pas le problème, mais c'est bien la solution par rapport aux enjeux environnementaux. Hein ? Donc il y a bien évidemment PPWR, qui est la réglementation à connaître. Hein. Il y a encore beaucoup d'échéances avec des actes de délégués, etc., etc. Mais il faut absolument s'accrocher à cette nouvelle législation, puisqu'elle va toucher les 27 pays d'Europe. L'éco-conception, c'est un incontournable et il faut absolument intégrer ces dimensions-là. Ensuite, après l'usage, il y a toute cette notion de tri, hein, de recyclage et de réemploi optimisé. Aujourd'hui, on n'y est pas. Hein. On est loin du compte. Hein. La poubelle jaune, pour l'instant, ce qui en ressort, c'est avec des taux de recyclage qui sont pas à l'objectif européen pour certaines matières. Voilà, il y a des nouveaux usages et des comportements de consommateurs. Il va falloir embarquer les consommateurs. Hein, je pensais aux produits en vrac, aux produits concentrés ou les produits des produits unidoses à diluer. Alors ça, il y a beaucoup d'applications là-dedans, beaucoup de start-up. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas forcément la photographie au tenté du business model et est-ce que ça marche vraiment. D'accord ? On sait que le vrac, c'est un petit peu, ça a du mal à émerger. Voilà, et puis il y a le vide et les emballages, bien évidemment. Dans PPWR, il y a des objectifs de vide. Hein, vous n'avez pas raté ça. Mais c'est aussi un risque d'image pour l'entreprise, quoi. Si vous livrez des colis ou si vous avez
D'ailleurs, il y a Foodwatch qui a fait encore une campagne assez récente en citant des marques, donc name and shame, comme on dit en anglais, pour dire qu'un tel et un tel, ça ne va pas du tout, il y a trop de vide par rapport au produit. Donc ça, c'est un vrai risque d'image sur les réseaux sociaux. Donc il faut s'en préoccuper. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail de l'optimisation des emballages avec la notion de 3R. Je pense que vous savez ça mieux que moi. Il y a la notion de prévention par réduction à la source, donc ça, on en a parlé. Nous, on fait ça depuis les années 97, donc depuis le siècle dernier, on va dire. Il y a le réemploi, que ce soit dans l'e-commerce ou tout simplement dans l'initiative Reuse de Citeo, qui a dû en parler au cours d'une intervention, qui va démarrer au mois de mai 2025 sur 4 régions du Grand Nord-Ouest et qui va impacter ou qui va embarquer, on va dire plutôt, 16 millions de consommateurs. Donc il y aura du réemploi pour le cidre, pour la bière, pour des légumes, etc., etc. Et puis bien évidemment le recyclage, donc faire en sorte qu'on accélère la recyclabilité des emballages. Voilà, la transition écologique, c'est pas que l'emballage et les 3 R, c'est bien évidemment la lutte contre le gaspillage des produits. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'emballage, il sert à quelque chose. Il est au bénéfice du produit. On va faire durer le produit sur sa durée de vie. Donc ça peut être 21 jours pour les yaourts, ça peut être 3 semaines pour les barquettes de viande, ça peut être... il y a plein d'applications là, et sur le salon, là, dans le hall 10, donc, qui permettent d'embarquer au plus loin la durée de vie du produit. Et ça évite aussi le gaspillage des produits. Bon, on a certaines ONG qui nous disent le contraire. Bon, moi, je suis plutôt partisan de dire que quand on oublie un produit dans son frigo, on est bien content de le ressortir en se disant « Tiens, la date est encore bonne, je vais pouvoir le manger. » D'accord ? Plutôt que de le mettre à la poubelle encore emballé. Donc, bien évidemment, le consommateur, il a un gros rôle à jouer qui est de manger en temps et en heure, enfin, ou d'utiliser en temps et en heure. On n'est pas que dans l'agroalimentaire, mais c'est important d'éviter le gaspillage. Les nouveaux usages, donc est-ce que les produits à reconstituer, genre la lessive, genre le gel douche, les crèmes cosmétiques voilà, qu'on reconstitue, est-ce que ça c'est l'avenir de demain? Je n'en sais rien, mais il y a plein d'initiatives et des consortiums qui se mettent là-dessus. Donc à voir, je reviens dans 2 ans, puis je vous dirai les résultats. Les codes de marché sur les formats, et l'acceptabilité du consommateur. Alors, les codes de marché, je ne sais pas si ça vous parle, mais aux États-Unis, vous achetez du shampoing, vous allez trouver le shampoing, c'est des grandes bouteilles de 1 litre, par exemple. Enfin, ce n'est pas exactement le 1 litre, mais... Et en France, le code de marché, c'est plutôt 500, 400 millilitres. D'accord ? Donc, quand vous ramenez tout ça au litre, vous avez plus de plastique sur des petits formats que sur des grands. Et voilà, est-ce que la vérité, c'est plutôt de vendre des grands contenants ? Parce que finalement, le shampoing, ça se conserve assez bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci majeur. Donc pourquoi on ne vend pas des choses comme les Américains le font? On a essayé, nous, en tant que Conseil national de l'emballage, d'embarquer certains acteurs de l'hygiène, des produits d'hygiène, et ça n'a pas fonctionné. Voilà, parce qu'il y a un code de marché. C'est comme un code de déontologie, on a du mal de casser, de craquer ces codes de marché. C'est comme le pot de yaourt à 125 grammes, pourquoi pas à 500 grammes, pourquoi pas à 200 grammes. Voilà. Et donc, on est là-dessus. Et il y a l'acceptabilité consommateur qui est derrière ça, qui fait qu'on n'y arrive pas, parce que le consommateur, il a ses habitudes, et il aime bien sa bouteille de shampoing à 400 millilitres, par exemple. Puis il y a tout ce qui est nouveaux matériaux et tout ce qui est issu de ressources renouvelables. Donc là-dedans, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est tout ce qui est agro-sourcé, bien évidemment. Maintenant, on arrive sur le dernier thème, c'est les préoccupations des consommateurs. Donc on peut avoir des injonctions, alors on rentre aussi dans l'acceptabilité, je ne sais pas, j'ai oublié de vous le dire, ça, mais c'est important. L'acceptabilité, historiquement, c'était dans la directive européenne 94/62 sur emballage, déchets d'emballage. D'accord ? Quand il y a eu la loi AGEC, vous n'avez pas perdu de vue qu'on ne parle que de fonctions techniques de l'emballage. L'acceptabilité, c'est-à-dire la réassurance que le consommateur va acheter et réacheter, ça a disparu. Naturellement, ce n'est pas une fonction technique, mais c'est une fonction quand même qui va aider à l'achat ou au réachat. Et ça a disparu du radar de la législation. C'est bien dommage, on s'est battu, nous, pour que ça reste.
mais les gens considèrent que l'acceptabilité, ça n'est pas une fonction technique. Alors je dis ça parce que quand vous faites du développement packaging, comme j'ai pu le faire par le passé, si vous oubliez ça, c'est que vous oubliez vos consommateurs. Et si le consommateur en veut pas, eh ben, il ne va pas racheter, hein, ça c'est clair. Donc il n'y a pas que les fonctions techniques dans la vie. On a écrit un document complet sur l'acceptabilité, qu'est-ce que ça veut dire, les tests consommateurs qu'il faut mener, et voir un petit peu comment on embarque le consommateur vers une innovation sociétale, donc les grands formats, le gel douche à diluer, etc., etc. Donc on est avec un juste emballage qui doit être au service du produit. Et donc là, il y a une notion de... Le consommateur, lui, il est très préoccupé par sa santé et par la santé des siens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur on va tous mourir parce qu'il y a des PFAS, on va tous mourir parce qu'il y a du BPA, on va tous mourir parce qu'il y a du pétrole dans le plastique, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc on joue sur la peur, bien évidemment, en termes de communication. Donc nous, on essaye de faire quelque chose d'apaisé, mais néanmoins, le consommateur, il est là-dedans. Hein, il est dans, je veux que ce que j'ai entre les mains, produit et emballage, ça soit sain pour les miens. Donc un emballage au service du produit et du conso. Puis naturellement, il y a cette histoire de porte-monnaie. Hein, on fait des ellipses là-dessus avec on va faire du réemploi bientôt. Bon, il y a un prix de consigne de la bouteille, il dit mais bon, ça c'est pas grave. Mais néanmoins, quand on va rentrer dans le dur, quand on va dire au consommateur, bon, tu l'achètes ou tu l'achètes pas, bah, lui il va regarder son porte-monnaie quand même. Hein. Donc le prix d'abord, notamment dans des histoires de contraintes d'achat hein, et de pouvoir d'achat. Donc c'est faire des choix éclairés par le porte-monnaie. J'y peux rien, c'est comme ça. Hein. D'autant que nous, on a Famille de France autour de la table, donc quand on les interroge, on dit ah, Bruno, t'es bien gentil, mais ce truc-là, je l'achèterai pas parce qu'il est trop cher, j'achèterai le produit d'à côté. Voilà, même si l'emballage est mieux, machin, bidule, pour l'environnement. Donc il faut faire très attention à ça. Bien évidemment, l'emballage, c'est quand même le nez au milieu de la figure pour le consommateur. C'est ce qu'il va mettre dans sa poubelle jaune au quotidien et quelque part, ça l'énerve un petit peu. Ce qu'on peut comprendre, hein, parce que quand il faut descendre ces emballages dans la poubelle jaune, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Hein, mais en même temps, on oublie qu'il y avait un produit dedans et que ça rendait service. D'accord ? Donc, on doit quand même, bien sûr, se préoccuper des 3 R. D'accord ? Réduire, recyclage, réemploi. Parce que le consommateur le demande. Et de plus en plus de stratégies RSE des entreprises sont sur ce sujet-là. Puis après, il y a la notion d'acceptabilité. Hein, j'en ai parlé à l'instant. C'est qu'un emballage mal conçu, ou plutôt bien conçu pour l'environnement et le porte-monnaie, par exemple, si le consommateur trouve qu'il est mal fichu pour lui parce qu'il n'arrive pas à l'ouvrir comme la boîte de conserve ou je ne sais quoi, pour diverses raisons, hein, vous pouvez retrouver les raisons diverses et variées dans notre document, et ben, c'est un produit qui ne sera pas acheté ou réacheté. D'accord ? Voilà, il y a aussi les... Bon, je vous ai mis quelques exemples qui sont dans le document, je n'ai pas tout mis non plus, mais typiquement, on a... là, on n'est pas sur les seniors, on est plutôt sur les jeunes enfants, hein, quand on a des produits un petit peu dangereux, comme pour nettoyer les toilettes ou des choses comme ça, et ben, il faut utiliser des bouchons CRC, hein, donc Child Resistance, Closer Resistant. Donc typiquement, vous avez des astuces comme pousser, dévisser, pincer, tirer, pincer, tourner, pincer, dévisser. Bon, ça c'est quelque chose en 2 temps, 3 mouvements, comme on dit. Et en général, les enfants n'arrivent pas à l'ouvrir. En général. Donc ça, c'est quelque chose qui existe hein, pour la santé, pour la partie santé et l'hygiène des siens. On n'a rien inventé. Voilà, la préoccupation des consommateurs, c'est aussi la notion d'information consommateur. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la seniorité, avec le contraste entre 2 couleurs. Il y a la notion de praticité. Là encore, on parle d'acceptabilité, qui est une fonction non technique, mais qui a toute sa place dans le rachat d'un produit. Et puis il y a l'enjeu économique. Donc l'enjeu économique, c'est le pouvoir d'achat. Donc voilà, juste pour conclure sur ces 4 mutations sociétales et l'importance de l'emballage,
Nous, on a une recommandation pour nos adhérents, notre écosystème, emballage et produits emballés, c'est d'anticiper les signaux faibles, donc anticiper les attentes, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, afin de ne pas les subir, donc agir plutôt que subir. Innover, bien évidemment, pour être là, il y a plein de sujets innovants dans le salon. Accompagner les nouveaux usages induits par les innovations ou les obligations. Parce que si on se dit, je prends l'exemple par exemple du bouchon attaché. Vous faites un sondage, vous savez, les bouchons attachés sur ce que vous voulez, sur les bouteilles d'eau minérale, voilà, sur bouteilles d'Evian, bouteilles de Volvic, bouteilles de Coca, ce que vous voulez. Bon, vous faites un sondage consommateur auprès de Famille de France, par exemple. Vous avez 70% des consommateurs, ça les énerve. Vous voyez, donc vous devez être là-dedans. Donc quelque part, la loi a imposé ce truc-là, mais avec un temps de développement qui était trop court. Enfin, j'imagine. Hein. Mais finalement, on se demande si ça n'a pas été fait avec du brick et du broc, mais ça a coûté quand même plusieurs dizaines de millions d'euros sur l'installation des machines. Voilà, donc il faut aussi prendre en compte cette écoute, quoi, ce consommateur. On n'est pas contre le bouchon attaché, bien évidemment, mais il faut intégrer que l'environnement, ça ne se décrète pas en claquant dans les doigts. Il faut aussi penser qu'il y a des usines, des lignes qui tournent à haute cadence et qu'il faut mettre un petit peu d'argent pour avoir un bouchon attaché digne de ce nom. Voilà, et puis nous ce qu'on aime bien, c'est de pouvoir participer au débat, échanger avec les consommateurs, les ONG, les marques, les emballagistes, pour voir quelle sera la place, ou quelle sera la place de l'emballage dans nos sociétés aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement. Oui ? Alors, on va vous apporter un micro. Merci Corinne Lejeune, SO 107. C'est une réflexion plutôt, cher monsieur. C'était, ce que je comprends, c'est qu'avec les seniors, il faut s'adapter au packaging, faire du petit packaging. Et dans la phase de décarbonation, on prévoit des packaging plus grands pour que ça puisse générer moins de matière. Comment on fait ? C'est ce que j'ai écrit dans un des slides, hein, ces fameuses injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a l'environnement, hein, on peut tracer un triangle, hein, il y a l'environnement, il y a le consommateur, d'accord, et puis il y a l'économique. Donc il y a une espèce de triangulation à trouver pour trouver le juste milieu, en fait. Parce que, mais moi, je n'ai pas la solution. Non, hein. mais je veux dire, d'où c'est intéressant d'échanger, mais effectivement, vous avez raison, la population vieillit, mais moi, je ne vois pas une personne âgée avoir une bouteille de shampoing d'1 litre. Vous voyez, ça va être compliqué, ça, quand même. Oui, ben, voilà. On est d'accord, Enfin, je ne devrais pas le dire, mais c'est quand même le business qui prime. Hein, c'est-à-dire une société qui va vendre du shampoing a la vocation à vendre du shampoing. Après, elle fera des grands formats pour les plus jeunes, par exemple, qui sont aguerris à la RSE et à l'environnement, puis des plus petits formats pour les personnes seniors, on va dire. D'accord ? Donc ça, et donc il y aura une panoplie. Mais je ne peux pas vous dire, demain, c'est tout le monde le shampoing en 1 litre. Ça, c'est plutôt un peu soviétique, hein. Enfin, le terme n'est pas bon en ce moment, mais bon. C'était pas ce que j'attendais non plus comme réponse, mais en tout cas, c'était juste une réflexion de se dire qu'il y avait du boulot quand même. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'inclusive design, donc vous irez taper sur Google inclusive design. Il y a Nestlé qui fait très bien ça, qui l'a intégré dans ses modèles d'éco-conception, hein, parce qu'il faut prendre en compte la population. Hein, si vous ne la prenez pas en compte, effectivement, vous faites votre business sur 2 tiers de la population. Puis le 3e tiers, vous l'oubliez parce que c'est des personnes âgées. Et ça, c'est pas possible. En termes de business, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. Bonne fin de salon.